Et pour finir, je vous propose de parler ou de reparler de découpage des frontières. Comme il en est question ce lundi à Washington, la capitale américaine a été créée par un plan, par un architecte français. D'ailleurs, avec pour seule légende longitude zéro, c'est toute l'histoire de la cartographie du monde que notre invité Fabrice Argounès retrace dans son très bel ouvrage justement intitulé Méridien mesuré, partagé et dominer la Terre, qui paraîtra jeudi aux éditions du CNRS. Bonjour Fabrice, vous êtes donc géographe, géohistorien, enseignant-chercheur à l'université de Rouen. Je parlais de longitude zéro. C'est parce qu'à l'époque, on est au XVIIIe siècle, le Nouveau Monde veut lui aussi son méridien et n'a pas encore accepté la prédominance de celui de Greenwich près de Londres. Exactement. Bonjour, d'abord, merci pour votre accueil. Évidemment, aujourd'hui, on a tendance à tous accepter le fait que le méridien de référence, depuis la fin du XIXe siècle, c'est le méridien de Greenwich. Mais contrairement à l'équateur, qui est finalement une ligne à équidistance du pôle Nord et du pôle Sud, qui nous paraît finalement assez naturel sur le globe, le méridien zéro, un méridien origine, c'est quelque chose de très arbitraire. Et le fait que le méridien de Greenwich se soit imposé à un moment donné, c'est pas grâce à la science britannique, c'est parce que le Royaume-Uni était le premier empire mondial. Et donc, quand on s'intéresse à l'histoire, effectivement, des différents méridiens, on pourrait citer ceux d'Alexandrie, de Bagdad, de Pékin, de Tokyo, ou évidemment le méridien de Paris, eh bien, on se rend compte que ces méridiens, effectivement, ne sont pas seulement une part de l'histoire des sciences, c'est une histoire des sciences passionnante, c'est probablement la plus grande aventure de l'humanité savante, hein, mais c'est aussi une histoire éminemment politique, une histoire de nationalisme, d'impérialisme et de colonisation. Vous insistez donc sur le caractère arbitraire de ce premier méridien. Est-ce qu'on peut dire que Greenwich est donc le symbole d'un impérialisme scientifique ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que au moment où Greenwich est choisi comme méridien universel, c'est-à-dire où toutes les cartes des différents pays du monde vont s'adapter au méridien de Greenwich, eh bien c'est effectivement parce que la Grande-Bretagne domine par sa science également le système international comme elle peut le faire avec évidemment l'économie ou avec son immense empire colonial. L'histoire des méridiens n'est pas seulement européenne. Vous racontez que tout le monde, ou presque, a eu son méridien. Le premier de l'histoire plaçait Bagdad au centre du monde. Exactement. Alors, c'est pas forcément le premier, mais c'est un des plus connus de l'histoire médiévale. Et effectivement, le méridien origine, c'est se placer soi-même au centre du monde. Et vous vous doutez que l'ensemble des grands pays, des grands empires ont voulu se mettre au centre du monde. L'empereur Kangxi, en Chine, au XVIIIe siècle, lui aussi a voulu son méridien. Mais c'est aussi une démarche qui permettait le contrôle des territoires. C'est-à-dire qu'il s'agisse du Japon du XIXe siècle, de la Chine du XVIIIe ou du royaume de Louis XIV auparavant, eh bien, beaucoup d'États ont voulu construire leur nation à partir d'une connaissance du terrain. C'est connaître par exemple les richesses du terrain, la population pour les impôts. Et c'est aussi un outil qui a été utilisé par les empires coloniaux. Par exemple, en Inde, ou depuis l'Afrique du Sud pour les Anglais, ou depuis l'Algérie pour les Français, on a poursuivi, on a inventé de nouveaux méridiens de référence pour quadriller le territoire et se l'approprier plus facilement. Un peu comme vous savez la toponymie, le fait de donner des noms européens à certains territoires. Alors, on voyage beaucoup dans votre ouvrage, notamment au pied de l'Himalaya, avec un certain George Everest, un géographe anglais qui participait à ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire explorer et cartographier l'Asie. Le but n'est pas seulement donc scientifique, vous dites qu'il a beaucoup joué dans la colonisation. Oui. Parce qu'en fait, lorsqu'on va trianguler justement un territoire, c'est-à-dire adapter pour une cartographie plus moderne, on va apprendre à découvrir ce territoire. Et par exemple, on a énormément de lieux en Inde où les triangulations vont servir les Anglais dans leur guerre contre les Maharajas locaux, par exemple, pour affermir le pouvoir de la compagnie des Indes britanniques. Et donc, vous avez la même chose, je répète, dans beaucoup de territoires. Les Espagnols vont se partager l'Amérique latine à partir à un certain moment, les conquistadors à partir de méridiens ou de latitude, et d'autres pays, la France en Afrique évidemment, vont aussi faire de même. Vous venez de le dire, le Nouveau Monde, lui, a tracé des frontières toutes droites le long de ces lignes abstraites issues du méridien, comme les États-Unis d'Amérique, l'Australie ou alors les frontières canadiennes, sans se soucier des peuples autochtones. Et c'est le même processus en Afrique. 60% des frontières modernes sur le continent ont donc été dessinées par les Français et les Anglais. C'est donc sans lien avec la vie des gens qui étaient sur place. C'est ça, c'est la particularité de ces lignes imaginaires qui finalement sont des cicatrices extrêmement visibles. Il n'y a qu'à prendre un planisphère, vous savez les planisphères politiques scolaires, hein, et vous voyez énormément de traits droits qui sont des méridiens lorsque, évidemment, ils sont
verticaux ou qui sont des parallèles lorsqu'ils sont horizontaux. L'exemple le plus connu aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les square states, les États carrés, comme le Colorado, qui est parfaitement, ou certaines provinces canadiennes. Avec une petite nuance pour l'Afrique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les historiens qui travaillent sur la région montrent qu'en dépit de tracés très arbitraires parfois, il y a quand même la place pour des négociations avec des populations locales, et parce qu'on sort un peu un imaginaire très colonial de cette Afrique partagée sans le regard des peuples, et on se rend compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de tentatives de frein, et beaucoup plus de repères très simples entre. L'exemple très connu, c'est l'Égypte. Je ne sais pas si vous voyez une carte de l'Égypte. Vous avez au nord la mer Méditerranée, à l'est la mer Rouge, et après vous avez deux grands traits à travers le désert pour les frontières est et ouest, pardonnez-moi, et sud. Et en fait, c'est le tracé de la frontière entre l'Égypte et la Libye, c'est en fait la poursuite d'un tracé traditionnel de l'Empire ottoman. Et le tracé sud entre aujourd'hui l'Égypte et le Soudan, c'est en fait au niveau d'une séparation d'un endroit sur le Nil qui était déjà la frontière annoncée par les pharaons il y a près de 2000 ans. Merci beaucoup Fabrice Argounès. Je rappelle le titre de votre ouvrage Méridien, mesurer, partager et dominer la Terre, à paraître cette semaine aux éditions du CNRS. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, l'actualité continue sur TV5 Monde.